Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 73e épisode numéro 72. Nous sommes toujours le 2 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick Guarne. Bonjour Yannick, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour, je travaille toujours à Clever depuis 3 mois. Je suis toujours streamer sur Twitch et vous allez voir, j'adore le Rust, donc on va en parler dans l'épisode. Super. Nous sommes également en présence de Pierre Zemb. Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour à tous, du coup je m'appelle Pierre Zemb et je travaille à Clever autour de tout ce qui est data et notamment les bases de données. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité merveilleux, j'ai nommé François Téchenet. Bonjour François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonsoir. J'aimerais rester un peu plus confidentiel. Ah mais oui, c'est vrai, vu qu'on a déjà fait un épisode, c'est niqué. Excusez-moi, je reviens. Voilà, donc Oui, François nous fait la pub de son matériel extraordinaire de streamer et de transformation de voix. On La t'avait un peu reconnu. rentabilisation. Et donc, qui es-tu François ? Je m'appelle François Téchenet et je suis, comme dans l'épisode précédent, développeur chez Startree pour travailler notamment sur de la mise à disposition SaaS d'une base de données analytique temps réel. Qui est basé sur le projet open source Apache Pinot, ça ? Tout à fait. Voilà. Apache Pinot, trademark, que j'ai bien suivi, ce qu'on nous a dit, expliqué, voilà. Ouais, t'es obligé de dire Apache avant et tout, il y a un truc. Ouais, non, mais ça, c'est... En fait, c'est intéressant, c'est super intéressant. On a eu il y a pas longtemps une explication de notre DevRel, donc, qui est assez connu, qui est Tim Berglund, qui est un ancien DevRel de chez Confluent, et du coup, il nous a fait tout le pitch pour savoir comment on devait parler de Pinot par rapport à Startree. Et c'est ultra intéressant, et je suis très étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas déjà un article qui en parle, parce que c'est pas contraignant, mais c'est intéressant de voir vraiment cette disparité entre la base, la partie Apache et la partie ce que tu as le droit de dire quand tu travailles avec. Et quand tu le prononces à l'anglaise, c'est Apache Pinot. Ils disent Comment Apache tu le Pinot. Prononces Ils disent Apache Pinot. Intéressant. Comme le vin en fait, ça vient de ça, de la région de... Alors ça par contre, c'est toujours une grande question. Hein, J'ai cru comprendre qu'il y avait une bouteille de vin dans le bureau le jour où ils devaient nommer le projet. Après, maintenant, pas plus. À consommer avec modération, bien entendu. Donc, si vous voulez plus d'informations sur qui est notre invité et ce qu'il fait, à quel point c'est génial, n'hésitez pas à écouter l'épisode de la semaine dernière. On va commencer tout de suite par un lien de Yannick qui va non pas nous parler des 10X Engineers, mais plutôt des 1X Engineers. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, après, c'est un tout petit lien. En fait, c'est justement pour contrer le troll qu'il y a pu y avoir sur les 10X Engineers, qui sont soi-disant des ingénieurs qui sont capables de faire le travail de 10 hommes, les fameuses rockstars du métier. Ouais. Et là, on essaye plutôt de mettre l'accent sur, non, en fait, un ingénieur, c'est une personne qui va travailler avec d'autres ingénieurs pour faire un produit. Parce que si on a un super ingénieur, mais qui communique pas et qui n'est pas capable de transmettre son travail, en fait, c'est juste un investissement à perte parce que la personne, elle sera pas éternelle dans la boîte. Et du coup, il vaut mieux avoir 10 ingénieurs 1X que un ingénieur 10X pour faire le travail. Donc ce lien, en fait, c'est une espèce de liste de ce qu'est un développeur. En gros, c'est un développeur, c'est une personne qui va sur Stack Overflow, qui copie du code, qui fait des erreurs, qui, lors des codes review, ne va pas aller insulter toute la descendance de la personne qui lui a fait une remarque. Ce genre de truc qui semble totalement naturel, mais à cause d'un espèce de mouvement qui, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, on a foutu sur un piédestal certaines personnes qui, de l'extérieur, semblent être des mutants surhumains qui sont capables de faire des journées de 22 heures
et d'abattre le travail de toute une équipe. Alors que dans les faits, ces personnes, si elles sont capables de faire ça, c'est peut-être aussi que il y a tout un groupe de personnes autour d'elles qui leur facilitent le boulot, qui forcément, ces personnes d'ailleurs, souvent sont des personnes qui vont faire des blogs, qui vont faire des machins, mais c'est pas forcément eux qui écrivent tous les articles. Il peut y avoir justement un groupe de personnes qui se relaient pour faire tout ce genre de trucs. Donc c'est vraiment un rappel à c'est pas grave en fait de faire des erreurs et puis voilà quoi, c'est juste de la bienveillance, mais de la bienveillance dans le bon sens du terme. Il y a plein de choses intéressantes dans les... Alors, moi, je reviens juste sur la police de caractère utilisée sur le site, qui est une espèce de police pixelisée de Nintendo et que je trouve pas très agréable à lire. Mais bref. Ouais. Et il y a plein de trucs bêtes et simples, mais qui sont hyper intéressantes à relire en une seule liste. Je vais en prendre 2-3, mais un One X Engineer, en fait, finalement, une personne qui dev et qui est saine, enfin, c'est moi comme ça que je le traduirais, c'est quelqu'un qui prend des pauses courtes pour se rafraîchir la tête, qui oublie pas et qui va pas glorifier le ouais, j'ai bossé 5 heures non-stop, je suis un ouf. Notez ma voix de programmeur un peu toxique. Il y a plein de trucs bêtes. Va écrire de la doc, lire de la doc, la maintenir, va faire des erreurs et alors va être prêt, je traduis en direct, va être prêt à admettre quand il a tort ou quand il ou elle a tort et ne va pas avoir peur de dire je ne sais pas. C'est plein de choses quand on considère ça acquis dans une équipe qu'on veut recruter et travailler avec des gens qui ont l'habitude de ça. Ça me paraît presque banal, mais je trouve ça hyper intéressant de les répéter dans toute une liste. Je conseille juste de changer la police de caractère. Tu peux la changer, tu as un énorme bouton Switch to Simple Style en haut. Ah ouais. Et oui, alors la vache, c'est vachement mieux. Ok. Et j'ai oublié de le dire aussi, vous pouvez contribuer à cette liste, puisque les pull requests sont ouverts. Donc, si vous avez des concepts que vous considérez comme étant une norme qui devrait être pas respectée, mais suivie par des développeurs sains, comme les appelle Hubert, n'hésitez pas. Respecte les codes de conduite. Ouais, il y a plein de trucs. Et j'ai l'impression que c'est vraiment recette pour avoir un développeur, une développeuse qui travaille avec des pratiques bienveillantes, de cohésion, de mettre son ego de côté, de travailler en équipe. Ouais, voilà. Donne du... comment on dit give credit, reconnaît le travail des autres quand c'est nécessaire. Bref, lisez cette liste, vous allez probablement vous dire bah oui, mais en même temps, l'avoir à un seul endroit, c'est quand même vachement cool, je trouve. Donc merci Yannick pour ce partage qui est plein de... Pas de rien, je l'ai vu ce matin, donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de le partager. Carrément. On va enchaîner sur un article, une présentation, pardon. Alors j'ai du mal à trouver mes mots. Pour la petite histoire, en fait, je discutais avec François et un ami Jordan Grenat, et je leur parlais je fais des web components et j'ai un composant qui peut avoir un état en train de charger des données, en train de mettre à jour des données, parce que c'est un formulaire, donc pendant qu'on fait un aller-retour réseau, il affiche à l'utilisateur que un état de loader ou je ne sais quoi. J'ai aussi un état d'erreur. En fait, j'ai plusieurs booléens que j'active ou que je désactive si je suis en mode erreur, si je suis en mode chargement, si je suis en mode sauvegarde. Bon, là, je vous donne un exemple simple. Et en fait, la manière dont on l'a fait, c'est que le composant expose 3 propriétés qui sont des booléens. Sauf qu'en fait, être en mode erreur, en mode chargement et en mode mise à jour, sauvegarde, ça n'a aucun sens métier d'être dans les 3 modes en même temps.
Et pour autant, nous, on a choisi pour l'instant d'avoir 3 booléens séparés. Et donc, on a finalement créé la possibilité, via l'API de notre composant, de mettre le composant dans des états impossibles en mettant chargement, sauvegarde et erreur à true, à vrai en même temps. Du coup, le code du composant en lui-même est un peu complexe parce qu'il doit bien vérifier. Alors, si je suis en mode erreur, on affiche le composant en mode erreur. Mais si je suis en mode chargement, je vais vérifier que je suis pas en mode erreur pour bien afficher le mode chargement. C'est un peu verbeux à écrire et donc je me suis posé la question. Je pense qu'on a créé un design qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et dans la manière dont on utilise le composant aussi, on se retrouve avec beaucoup de boilerplate pour vérifier plein de choses, resetter les états, etc. Et donc j'ai discuté avec François et Jordan et je leur dis vous faites du functional reactive programming typé dans tous les sens, vous avez forcément des idées intéressantes pour moi. Et donc c'est là qu'ils m'ont parlé de type algébrique. Donc là j'ai repris un paquet de chips parce que je comprenais rien à ce qu'ils me disaient, j'écoutais savamment ce qu'ils me racontaient. Et je sais plus si c'est François ou Jordan, mais l'un des deux m'a dit tu devrais regarder cette présentation, donc une présentation de Richard Feldman de Helm Conf 2016, qui s'appelle Making Impossible States Impossible. Donc rendre les états impossibles impossibles. Et donc je ne fais pas de Helm, je fais essentiellement du JavaScript, donc c'est pas typé au sens Helm ou même au sens TypeScript, etc. Et pour autant, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc Richard commence par expliquer que il bossait sur Helm CSS, qui est un outil qui va vous permettre de faire du CSS quand vous utilisez le langage Helm. Donc vous n'allez pas écrire vos feuilles de style avec du CSS, vous allez les écrire avec du code Helm, donc du code qui va être compilé, et donc du code qui va potentiellement pas compiler. Et donc lui, il se posait la question de comment est-ce que je peux faire pour que tu ne puisses pas générer une CSS qui est invalide. Par exemple, en CSS, l'ordre dans lequel tu mets le charset, les imports, les @charset, @import, etc., ne peut pas être mis en plein milieu d'une feuille de style. Enfin, il y a des règles qui rendent la feuille de style invalide. Et ben lui, il a changé un peu la manière dont il a fait, la manière dont il vous laisse coder en Helm CSS pour que pour que vous ne puissiez pas faire de feuilles de style invalides. Et donc, le sens vous ne puissiez pas, c'est le compilateur Helm va râler, donc le plus tôt possible à la compilation, et va vous empêcher de faire du CSS qui est invalide. Et donc, il part de ce postulat-là, il explique du coup de quelle manière il a codé Helm CSS pour faire ça, et après, il dérive sur comment on peut appliquer ça dans une application Helm. Alors, encore une fois, faut prendre de la distance si c'est pas votre langage pour essayer de voir à quel point vous pouvez utiliser les patterns dans vos propres environnements. Mais moi, ça me donne énormément d'idées sur des choses que je vais pouvoir faire avec mes web components en JavaScript. Et je vais prendre un ou deux exemples qu'il cite. Il prend un exemple d'une application qui gérerait des sondages. Donc, il a une liste de questions et il a une variable avec la question courante. Imaginez un sondage où vous pouvez revenir à la question d'avant, la question d'après. Vous avez un état qui stocke la question courante. Potentiellement, rien ne vous empêche avec ce modèle-là d'avoir en question courante une question qui n'est pas dans la liste des questions. Ça pose problème. Et bien lui, son motto, c'est vraiment rendre les états impossibles impossibles. Et donc, il propose des modèles de données un peu différents pour que ce soit impossible d'avoir une question courante qui n'est pas dans la liste. Et donc, il parle de zip list, il parle de... Je vais pas rentrer dans les détails, il faut regarder le talk, qui dure 25 minutes, c'est assez court. Mais moi, c'est vrai que ça m'a fait une petite explosion de cerveau, emoji exploding head, ah ouais, la vache, c'est vachement intéressant. Et on commence à avoir des idées sur comment on va pouvoir appliquer certains patterns et arrêter dans nos web components en JavaScript d'avoir des états impossibles, en fait. Et donc, merci encore François et Jordan pour ce lien. Et peut-être que toi, tu vas en parler, François, par rapport à Helm, t'en fais un peu. Et puis, c'est des patterns que tu as dans d'autres langages, peut-être?
Alors Helm, j'en fais pas directement. J'en ai fait un petit peu. J'avais un très bon ami qui était beaucoup plus côté front et qui lui adorait Helm, mais en faisait beaucoup. Après, bon bah, de toute façon, en gros, quand on regarde le talk, on revient sur l'utilisation de type algébrique en fait derrière hein, dans sa présentation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est justement l'exploding brain qui se passe, c'est quand tu es dans un endroit où tu as des capacités de compilation, où tu peux te reposer sur un compilateur qui a des capacités d'expression qui te permettent de modéliser des choses assez grandes, une grande variété de choses. Et cette notion de l'exploding brain, il n'est pas tellement sur utiliser une zip list ou machin ou truc ou bidule, elle est vraiment sur prendre conscience que en fait, il faut faire porter des contraintes de ton domaine métier pour réussir à rendre les choses que tu ne veux pas rendre possibles dans ton application dans cette modélisation en fait. Et ça peut être fait comme on fait habituellement sur les langages non typés avec de la règle métier, hein, tout simplement en faisant un test. Hein, je prends de la donnée en entrée, règle métier, j'ai un truc qui va dire oui, non, et en disant, bah, en fait, ce truc-là, je peux peut-être essayer de le faire porter dans le typage qui va me garantir à la compilation qu'on ne puisse jamais avoir d'état impossible et qui donc va réduire aussi le scope de test parce que pourquoi tester quelque chose qui est de toute façon garanti formellement par ton compilateur? Ça, c'est des phrases qu'il y a dans son talk. Je l'ai traduit, mais il a écrit moins de tests car moins de choses qui peuvent mal se passer. Je trouvais ça assez cool. Et il y en a un autre qui marche très bien en anglais, c'est testing is good, impossible is better. Et je fais ouais, grave. Je sais pas, c'est assez stylé comme. C'est pas tester, c'est douter. C'est vraiment, c'est bien de tester, mais si via votre typage vous arrivez à rendre des choses impossibles, bah, le compilateur va vous rendre superflu une partie de vos tests, ouais, en fait. En gros, ce qu'il y a derrière qui est important, c'est la notion de portée, de à quel moment la règle et la vérification va se faire. Si tu dois la faire dans du code, tu dois la tester parce que c'est une vérification qui va être faite au runtime. C'est une implémentation qui n'est pas formelle. C'est toi qui la code en tant que développeur. Donc, tu es obligé de donner une garantie par le test de bah, je vais garantir que le cas que je veux gérer, il va bien être pris en compte. Si tu le rentres dans le typage, bah, c'est ton compilateur qui va te le fournir. Et vu que généralement, quand même, les systèmes de type sont appuyés par une théorie assez solide, bah, tu vas pas tester que ton compilateur il t'envoie chier quand tu peux pas créer un objet, par exemple en Java, tu vois. Oui. Alors que c'est exactement ce que tu veux tester quand tu as une donnée que tu peux pas typer et que tu veux tester une règle de gestion qui est bah, en fait, je veux que ma donnée elle ait cette forme-là. Ouais. Après, bon, c'est la prise de conscience, bien sûr, il y a des choses qu'on peut exprimer, et on a le droit de contraindre, et faut pas le faire partout, hein, parce qu'il y a des domaines aussi qui ont un intérêt à être extensibles, mais il est vrai que quand tu regardes des applications sur lesquelles on travaille, il y a quand même un cœur de métier sur lequel on travaille où on ne veut pas que ce domaine soit extensible, on veut l'exprimer de manière la plus arbitraire et la plus complète possible, de manière à pouvoir se reposer sur ces notions de compilation pour éviter des tests, garantir des choses, etc. Carrément. Vous, Pierre et Yannick, vous bossez avec quel langage au jour le jour? Yannick, t'as fait un alors, divulgachi, tu parlais de Rust, ouais. Et du Helm, j'en ai fait aussi. Plus par curiosité qu'autre chose. Donc j'ai fait tout le tuto. J'ai un tuto qui est extrêmement bien fait pour apprendre toutes les mécaniques de Helm. C'est un espèce de book qui permet étape par étape de rentrer dans le langage. Et ouais, c'est plutôt cool de se dire, ben non, j'ai pas besoin d'écrire tout ce code de vérification en JavaScript, parce qu'en fait, avant d'arriver en JavaScript, parce que Helm, en fait, ça transpile vers du JavaScript. Oui, je l'ai pas précisé. On ne fait pas tourner du Helm dans le navigateur. Pas encore. Ça serait bien d'ailleurs, si on pouvait le faire. Ouais. Et du coup, bah, en fait, le compilateur, il vient t'enguirlander avant que ça n'arrive en JavaScript. Et après, le JavaScript qui est édité, ça, il a ses tests, il a plein de trucs qui sont derrière, mais ce n'est pas notre cuisine à nous. Nous, on reste en Helm, et en Helm, en fait, si on commence à faire des choses qu'il ne veut pas qu'on fasse, il va nous empêcher de les faire. Par exemple, si on crée une fonction qui prend deux entiers, une longueur et une largeur, et que l'on type longueur, largeur et non pas entier, si on intervertit les deux paramètres, lui, il va être capable de le détecter et nous dire, bah non, la variable que tu as foutue là, c'est une largeur, j'attendais une longueur, bah dommage, autant de ta chance, c'est interverti. Et ça, toi, c'est...
t'as l'impression que de rien que faire ce tuto, même si tu codes pas avec, ça a influencé un peu comment tu codes dans d'autres langages ou à minima, mais peut-être un peu ou... En vrai, non, parce que j'ai fait du Rust avant de faire du Helm. Ah ouais, mais par contre, si j'avais fait du Helm puis du Rust, j'aurais pu m'appuyer sur les connaissances de Helm pour aller faire du Rust. Bon, j'ai pris une autre porte, j'ai fait Rust, Haskell, puis Rust. Mais bon. Pierre, toi, tu fais quoi comme langage déjà? Moi, je fais du Rust et Java. Ouais. Et les histoires d'états impossibles, au début, je faisais pas trop attention à ça. Et j'ai tapé en production des problèmes sur des états où la base de données se retrouve dans des états impossibles. Et alors là, débugger ça, c'est l'enfer. Et du coup, maintenant, je fais très attention à ce genre de problématiques où tu essaies de modéliser ça via du typage, via des machines à état, quand est-ce que tu peux changer d'état, etc. Donc, ouais, non, c'est des problématiques qui sont pas forcément abordées à l'école, tu vois, t'apprends pas forcément ça. Et que je trouve super importante parce que ça te permet tellement d'éviter des effets de bord et te retrouver dans des situations impossibles que super intéressant. Bah, je l'ai pas mis dans les liens d'aujourd'hui, mais moi j'ai enchaîné cette vidéo avec une vidéo sur Xstate, qui est une bibliothèque front-end pour gérer des machines à état, mais ça fait plein d'autres choses. Ça a un générateur de diagrammes de machines à état, enfin de state chart, etc. C'est assez puissant. Et c'est vrai qu'il y a des ponts entre toutes ces manières de modéliser les choses et de penser les choses. François ? Ouais, j'ai bien aimé l'idée de Pierre en fait sur le fait que c'est pas enseigné, parce qu'il y a un truc aussi qui est extrêmement contre-intuitif, on va dire, par rapport à ce qu'on enseigne en général, et là où on essaye d'aller, c'est que ça enlève énormément de la généricité de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand on t'ouvre à la programmation, on essaye de te montrer les trucs les plus génériques possibles, les plus ouverts, les mondes, voilà, d'éviter de fermer beaucoup de choses. Et là, c'est totalement contre-intuitif là-dessus, parce que le but, c'est de fermer. Mais fermer et contraindre, ça peut apporter des choses aussi. Et c'est assez marrant. Carrément. Eh bien, messieurs, on va enchaîner. On va passer sur un lien de Yannick. On parlait justement de type et de Rust. C'est une transition parfaite. Yannick, tu veux nous parler d'un blog post d'un blogueur assez connu dans le monde du Rust. Tu peux nous en dire plus ? Oui, mais on va le faire en duo avec François. Ah. Parce qu'on est deux Rustéanes, trois même, avec Pierre. Et c'est ce genre d'article qu'on aurait aimé avoir quand on apprenait Rust. Parce que c'est vraiment une description de tout ce qu'il faut comprendre sur les types en Rust. Il y en a beaucoup. Et ils ont chacun leur spécificité, leurs contraintes. Et ces contraintes-là, c'est le compilateur qui va nous les rappeler si on les oublie lorsqu'on est en train de développer. Et donc, dans cet article qui a été écrit par Amos, et je n'ai jamais su son nom, donc tant pis, qui est un blogueur maintenant, technique, parce que je crois qu'il est en full-time maintenant, il arrive à vivre de sa vie avec ses articles et son Patreon. Il fait énormément d'articles sur toute la machinerie qu'il y a dans Rust, dans C. Je crois qu'il a même fait des trucs sur de l'assembleur. Enfin, il va vraiment très très bas dans les concepts. Et l'article du jour, c'est expliquer vraiment les entrailles des types en Rust. Donc d'abord, il commence par une petite description des nombres, parce que les nombres en Rust, c'est déjà toute une histoire. On peut avoir du signé, du non signé, du flottant. Et en plus, à l'intérieur, on va avoir toute une catégorie en fonction de combien de cases dans la mémoire on prend, 8, 16, 32, 64. Et donc, tout ça, en fait, il faut être capable de bien le manipuler en Rust, parce que Rust ne va pas permettre de faire tout ce qu'on a envie. Si par exemple, on a un entier en 64 bits et qu'on essaye de le mettre dans un entier 32 bits, le compilateur, il va gueuler, parce que c'est pas sûr que ça rende, quoi.
Et ça, ce genre de truc, si on le fait en JavaScript, il s'en fout complètement parce que pour lui, tout est un nombre et donc il fait les castes comme on lui demande de le faire. Rust ne permet pas de faire ce genre de choses. Alors, je fais une toute petite parenthèse JavaScript. Historiquement, il y a un seul type qui est number, qui est du i3e754, qui pose tous les problèmes flottants de 0,1 plus 0,2, ça fait pas 0,3 tout pile, etc. Et ça, c'est présent dans d'autres langages qui ont ce même système. Par contre, il y a un format qui est arrivé qui est les bigint, qui est un autre type, un nouveau type fondamental. Et il y en a un deuxième qui, lui, est plus en spec, dont on avait peut-être déjà parlé dans le podcast, pour tout ce qui est big décimal. Et là, dans mes souvenirs, il y a 2 specs un peu concurrentes qui reprennent ce qui se fait dans d'autres langages, qui sont en train d'arriver. Mais sinon, oui, clairement, le typage dynamique de JavaScript se restreint essentiellement à booléen, string, object et null, undefined et number. De toute façon, si vous voulez une vraie comparaison du JavaScript et du Rust, dans l'article, c'est extrêmement bien expliqué parce qu'il fait une comparaison entre le code Rust et le code JavaScript. Donc, si vous venez du JavaScript et que vous avez envie de rentrer dans le Rust, ça vous permet en fait d'avoir les passerelles entre les différents concepts. Précisons que ce n'est pas un comparatif entre les deux, c'est juste qu'il prend JavaScript et également Python typiquement dans les exemples de pourquoi il y a des choses qui sont acceptables dans des langages moins typés et pour montrer des différences. Ce n'est absolument pas une comparaison point à point de Rust versus quelque chose. C'est juste des points d'entrée pour montrer des comparatifs. Exactement. Autrement, il parle de comment est-ce qu'on fait de l'inférence de type en Rust, qui est toute une histoire. C'est que le compilateur, il est capable de faire énormément de choses de manière automatique, pourvu qu'il ait les bons int, enfin les bons indices pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de manipuler au moment de la compilation. Mais par exemple, si on a envie de caster quelque chose qui est en U32, en U8 vers de l'U32, lui, il va le faire automatiquement parce que en fait, il y a la place. 8 rentre dans 32, donc il va le faire automatiquement. Par contre, si on veut faire ce que je disais tout à l'heure, de mettre le 64 bits dans le 32, là, il va gueuler. Mais en fait, il y a un moyen de lui dire que si, tu peux peut-être essayer de le faire. Parce que certains entiers 64 bits vont rentrer dans le 32, mais pas tous. Et du coup, il y a dans la mécanique de Rust un outil qui permet d'essayer de le faire. Et donc ça, il l'explique très très bien aussi dans l'article. Ensuite, il parle des génériques. Donc les génériques, c'est toute une histoire dans les langages typés. Le langage Go vient de récupérer les génériques après moult batailles en interne. Et après, ça existe depuis un peu plus de 10 ans, Go. Oui. Ouais. C'est 2009, 10 et les génériques depuis au moins 20 ans. Mais les génériques en Rust, ça a été fait dès la fondation du langage. Et du coup, c'est quelque chose qui est très 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 bien supporté en Rust. Et pareil, il va y avoir tout un tas de spécificités qui sont liées au langage. Et donc l'article va venir vous expliquer des mots barbares comme monomorphisme et polymorphisme. Donc si vous avez envie de creuser le sujet, il explique très très bien ça. Il va parler aussi des unions. Donc en gros, une union en programmation, c'est comment faire cohabiter 2 types différents ensemble pour être capable de manipuler quelque chose qui peut être soit l'un, soit l'autre, en fonction des cas. Mais comme le langage Rust est typé, quand on essaye de retourner quelque chose, par exemple, il ne peut être que d'un seul type déterminé. Et donc, c'est là que les unions vont venir à notre rescousse. Et les unions en Rust, ça s'appelle des énumérations. Et donc, pareil, dans l'article... vous allez avoir à boire et à manger pour comprendre de quoi ça parle.
Cool. Et moi, j'avais demandé à qui tu conseilles cet article. Donc, de ce que j'ai compris, vous auriez aimé avoir lu ce truc-là avant de vous mettre à Rust. Tu as l'air de dire qu'avec Python et JS, il y a quelques comparaisons. Donc, par exemple, moi qui n'ai jamais fait de Rust et qui fait pas mal de JS, ça pourrait être bien. Pierre, tu veux répondre? Ouais. À qui vous conseilleriez cet article? Alors, moi, je le conseillerais déjà à quelqu'un qui a du temps, parce que l'estimation, c'est 69 minutes de lecture. Déjà, parce que il fait des articles qui sont 2 heures. Qui sont Ouais, assez c'est denses, mais qui ont l'avantage d'avoir plein d'exemples. Et j'aime beaucoup comment il construit ses articles, parce qu'il a un mode où en fait il a un personnage qui lui permet d'intervenir sur des points, de répondre à ces questions qui se posent. Stop. Et du coup, ça dynamise vachement la lecture. Et tu te retrouves bêtement dans le personnage qu'il a écrit. Et c'est super agréable. Alors, par contre, faut du temps. Faut prendre un article, faut prendre 1 à 2 heures. Par contre, il est très pédagogue et il va partir de ce que tu connais en prenant des exemples en Shell, en Rust, en Go, en JavaScript, en Python. Et donc, tu as toujours moyen. Le point d'entrée, je trouve qu'il est toujours très facile d'accès. Et il va continuer à creuser au fur et à mesure. Et tu t'es pas forcément obligé de tout lire. Tu peux t'arrêter au niveau de lecture que tu veux. Et tu peux choisir quelle abstraction, à quel niveau d'abstraction tu veux t'arrêter. Et c'est ça qui est vraiment très très bien, je trouve, dans ces articles. Enfin, moi, je sais pas vous, mais quand je lis un article d'une personne où je mets plus d'1 heure ou 2 heures à le lire, je vais commencer à chercher comment est-ce que je peux lui donner de l'argent, quoi, parce qu'il y a un moment. Et du coup, il a un Patreon, et vous en parliez au début, mais je le rementionne. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais ouais, on est sur un niveau de contenu qui est pas juste. Enfin voilà, c'est pas anodin. Sachant que Amos, c'est vraiment tous ses articles sont tous extrêmement longs à lire. Ils sont tous des estimates complètement débiles. Je crois que le plus bas que j'ai vu de lui, c'était 30 minutes ou 35 minutes. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà, faut pas hésiter à se couper au milieu, à s'arrêter. Il fait un bon chapitrage, donc voilà, faut pas hésiter. C'est surtout qu'il faut pas essayer de tout lire. En fait, il faut avoir son IDE d'ouvert à côté et tester les trucs par soi-même. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, et du coup, c'est pas 69 minutes estimated, c'est 5 heures des fois. Parce que des fois, il rentre dans des trucs qui sont vraiment ouf. Alors, par exemple, il a un article sur les Rainbow Tables pour aller craquer des mots de passe. Cet article, je crois, l'estimate, c'est 160 minutes. Ça veut rien dire. Il m'a fallu un mois pour... C'est ça, il m'a fallu 1 mois pour tout absorber. Pour tester tout ce qu'il y avait dedans, parce que je partais de tellement bas, mais il m'a accompagné sur 160 minutes pour m'amener au niveau où il voulait amener, c'est-à-dire de pouvoir péter des mots de passe sur ton laptop premier prix. Parce que c'est vraiment à la fin, la finalité de l'article, c'est vos mots de passe de 8 caractères, évitez, quoi. C'est pas une bonne idée. Et ouais, pour qui je conseillerais ça? En fait, à la fois aux débutants et à la fois aux personnes qui sont un peu plus expérimentées. Parce que moi, j'ai appris des trucs en lisant l'article. Super. Des trucs, en fait, que je faisais en copiant ce que le compilateur me disait de faire, mais sans le comprendre. Parce que j'avais jamais eu la présence d'esprit d'aller creuser le truc. Et là, dans l'article, en fait, tu as l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a des fois le langage Rust qui devient de l'héraldique, alors que, non, en fait, il y a une logique dans la succession des caractères que tu écris, quoi. Ouais. Cool. Eh bien, merci pour cet article. Donc, suivez Amos sur les réseaux, lisez son blog. Moi, je le suis sur Internet, mais je lis pas encore ces trucs parce que je comprends rien à Rust et il faudrait peut-être qu'un jour je m'y plonge. Mais vraiment, suivez-le, c'est une super personne. On va enchaîner avec un lien de Pierre qui va nous parler de quoi? De base de données, peut-être? Encore pire, de papier de recherche sur les bases de données.
Oui, du coup, on va parler un peu de Cockroach Labs et de CockroachDB. Donc, Cockroach Labs, c'est une boîte qui développe alors, ça rentre dans la catégorie des New SQL ou des distributed SQL, donc qui s'appelle CockroachDB. Donc, ça fait partie de ces nouvelles bases de données qui essayent de faire du SQL distribué, avec les mêmes contraintes que si vous avez un PG, mais en mode distribué. Donc la boîte a été fondée par beaucoup de core développeurs aux couches basses de Google, donc les choses comme Spanner et Colossus. Il y a eu un moment une exode de ces personnes-là. Ils se sont retrouvés dans pas mal de boîtes, et notamment Cockroach Labs. Donc c'est des gens qui ont quand même l'habitude d'écrire des bases de données, écrire des trucs un peu bas niveau. Et ils ont sorti un papier de recherche sur comment ils ont fait l'implémentation du multirégion dans la base de données. Donc le multirégion, l'idée c'est de pouvoir te permettre quand tu crées une base de données, quand tu fais ton crête database, de pouvoir dire en fait ma région principale c'est la région Europe, et après je vais avoir des régions satellites qui vont être dans d'autres endroits. Et donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement étendu le langage SQL pour rajouter des contraintes de ce genre-là, pour faire vraiment du multirégion, et ça va même au multirégion à la ligne. En fait, tu es capable de pouvoir écrire. Donc tu définis tu fais un crée database avec 3 régions par exemple, et en fait tu vas avoir une colonne interne qui va correspondre en fait à la région. Comme ça, toi, quand tu fais l'insertion en SQL, tu as accès à une énumération des régions, ce qui te permet d'exposer en fait des lignes dans ta base de données, et tu dis en fait, je veux que cette donnée-là soit dans la région en Europe. Et ça te permet du coup, on peut imaginer pas mal de choses, mais c'est souvent lié à de la RGPD, où en fait tu peux venir dire en fait les données de ma table, en fait, des Européens, je peux venir les forcer le fait que voilà, elles sont stockées sur des machines en Europe. C'est impressionnant. Et elles ne peuvent pas bouger. Je passe les détails, c'est un papier de recherche, donc du coup il y a plein de questions sur comment tu fais des transactions à travers plein de régions, comment tu gères tous les problèmes de temps et compagnie, mais je trouve l'approche assez intéressante parce que ça simplifie beaucoup. C'est quelque chose qui est dur à faire en termes de métier, c'est-à-dire c'est assez compliqué de venir faire ça toi-même, et du coup le faire que ça soit la base de données qui gère cette notion de localisation de données, j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, c'est pas dans la partie open source, c'est dans la partie enterprise. François, tu voulais réagir ? Ouais, c'était. Alors, j'ai pas encore fini de lire le papier. J'ai commencé à lire le papier. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est la portée que peut avoir ce papier. Alors, il faudrait vérifier la validité, etc. Je suis pas chercheur, du coup, je peux pas valider cette partie-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment la notion d'extension sur le langage SQL, parce que la multirégionalité, la partie failure, pas la partie transaction et temps, parce que ça, c'est les problématiques qui ont déjà été essayées d'être adressées, en tout cas. Et la partie multirégion, c'est quelque chose qui vraiment était lié au moteur de la base. C'est-à-dire que chacune des bases va te fournir du multirégion maintenant dans les systèmes distribués. Enfin, pas tous, mais tous vont essayer de t'en fournir au moins. Mais c'est à la charge de l'administrateur de la base ou des développeurs quand ils vont interagir avec le moteur de la base. Et il n'y a pas de format d'échange standard. C'est-à-dire que vers du multirégion sur du ES, sur du Mongo, sur ce que tu veux, enfin, ce qui les supporte, une base qui supporte, mais chaque moteur va avoir des manières de le faire différentes. Là, c'est le fait que ce soit rajouté sur SQL qui est un langage, en fait, tout simplement, et qui peut être implémenté par tout le monde, et je trouve ça ultra intéressant. Typiquement, Pinot, c'est pareil. C'est une base qui se veut être avec laquelle on interagit via du SQL. Alors, pas sur la création de base, etc., même si ça pourrait être le cas. Après, c'est réinterprété à travers du calcite. Mais c'est ultra intéressant parce que si jamais ça rentre, ça permettrait de régler des problématiques de
disposition de segments, etc., qui sont très spécifiques à des moteurs, à les fournir dans un langage interprété derrière qui soit commun. Et je trouve ça ultra intéressant comme approche. J'aime beaucoup aussi l'exemple qu'ils ont pris dans le papier où en fait ils t'expliquent comment on peut voir en fait des intérêts. L'exemple c'est comment tu peux avoir des coupons, donc des coupons de réduction par région. Et en fait ça, du coup, comme toi tu vas taper en ton réplica local à ta base, tu vas directement voir tes coupons qui sont associés à ta région. Tout en étant capable, voilà, si tu perds ta région, tu peux aller voir autre part parce que tu as un réplica, etc. Et tout ça, c'est intégré dans le SQL. C'est-à-dire que je pense que, comme l'a dit François, la vraie valeur de ce qu'ils ont fait, ça a été comment je suis capable de représenter ça en SQL, chose que les autres moteurs le font pas. C'est à la config de la base et c'est toi en tant que développeur qui fait ta tambouille par-dessus. Là, c'est en fait, tu étends le langage SQL pour dire, bah voilà, quand je vais créer ma base, ma database, elle a une primary région et puis elle a des régions satellites et je vais donner les garanties. Est-ce que je dois survivre à la perte d'une région ou pas? Et ça, c'est décrit en SQL et pour le coup, c'est la première fois que je vois ça. Et du coup, quand je crée ma table, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai une table utilisateur avec nom, âge, j'en sais rien, j'invente au pif, et un truc genre country, là où il habite. Je vais faire un add constraint sur la colonne country et pouvoir dire que si la valeur CFR, je veux le stocker sur la région. C'est ce genre de choses que tu vas pouvoir faire? En fait, tu as deux modes. Tu as la table que tu vas binder à une région. Ah oui, donc carrément. là, tu as ça. Ça, c'est le premier mode. Et tu as la partie région par ligne. Et donc là, en fait, on te donne accès à une enum qui est une colonne de la table. Donc en fait, tu vois, tu as une sorte de colonne cachée en plus de ton schéma qui te permet de venir insérer la région. Et celle-là, elle est dynamique en fonction des alters que tu vas passer pour venir changer la topologie de ta donnée. D'accord, ça marche plus avec la colonne cachée, ok. Oui. Cool. D'autres choses à dire sur CouchDB, qui veut dire cafard en français? Non? Ok. On enchaîne avec un lien de François qui va nous parler de détection d'erreurs dans les systèmes distribués, un article Medium de... Vas-y François, essaye de citer son nom. Je serais incapable de citer son nom directement. Je sais même plus chez qui il travaille maintenant. J'ai un trou de mémoire. Et c'est chiant parce qu'en plus, c'est un client à nous. Donc, enfin, bref. Alors, en fait, c'est un article Medium, mais surtout, c'est un article de vulgarisation d'un papier de recherche aussi. Hein, parce qu'effectivement, je pense qu'avec Pierre, on s'est pas concerté. On a mis plus que des articles avec des papiers de recherche associés. Et du coup, en fait, c'est une problématique qui émerge dans le système distribué. C'est quand tu dois vérifier est-ce qu'un nœud est en vie ou pas et que tu dois faire des systèmes avec des heartbeats. Donc, alors, d'où c'est parti, c'est parce qu'en fait, avec Pierre, on a fait des sessions de stream sur lesquelles on a travaillé sur une lib d'implémentation de Raft, qui est un protocole de consensus qui est en Rust. Et en fait, à l'intérieur, j'ai regardé comment il gérait la notion de heartbeat. Et cette notion de battement de cœur, exactement. En fait, lui, il l'a utilisé en utilisant un algorithme qui s'appelle le Phi Accrual Failure Detection. Voilà, le nom exact en français, je te laisse le chercher. Et en gros, l'idée, c'est de dire, en gros, par défaut, ce que tu peux faire pour vérifier qu'un nœud est en vie ou pas, c'est tu attends un battement de cœur, et s'il y a un battement de cœur qui ne vient pas, bah, le truc, tu le considères comme mort. Sauf qu'on est tous d'accord que dans la vie réelle, il y a énormément de cas où tu peux avoir un heartbeat qui va être décalé, où tu peux avoir un heartbeat qui peut failer parce que le réseau il se retrouve dans un état inconsistant juste sur ce cas-là, mais le nœud il est pas mort. Et du coup, en fait, la proposition de ce papier, c'est de ne pas faire une validation par un simple booléen oui/non, c'est en fait de faire de la détection probabiliste, de dire en fait on va faire des calculs de probabilité pour dire par rapport en fait à la fréquence qu'on a eu précédemment, quel est le taux de tolération qui me dit que potentiellement le truc n'est pas encore mort. Donc en gros, si on regarde des battements de cœur, vu que c'est très régulier, en fait on est capable, si on le met sur une notion de temps, donc une time window, donc une fenêtre de temps, de voir qu'à l'intérieur, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une distribution qui ressemble à une loi normale, en fait, tout simplement.
Et du coup, on est capable d'appliquer une fonction de probabilité qui s'appelle la fonction de densité, je crois. La fonction de densité de probabilité, qui va en fait être capable de nous donner une indication de quelle est la probabilité qu'on reçoive un battement de cœur actuellement. Et à partir de ça, on est capable d'appliquer une fonction de logarithmique qui va nous permettre de donner un taux, et après, selon un seuil, on va être capable de dire, là, si j'ai pas reçu quelque chose, en fait, il y a 1% de chance que le nœud soit mort. Il y a 10% de chance qu'il soit mort. Si on met un seuil plus haut, il y a 1% de chance qu'il soit mort. Si on le met encore plus bas, il y en a 0,001% de chance que le nœud soit encore en vie alors qu'en fait, il est mort. Et voilà, donc c'est un algorithme qui peut être mis en place. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et du coup, il y a le papier aussi lié que vous pouvez aller voir. Vas-y Yannick, je te sens... Oui, les probabilités, elles sont décidées à l'avance ou elles sont basées sur l'historique du système? Elle est basée sur l'historique du système. En fait, il explique que globalement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est si tu regardes les notions de battement de cœur, vu que c'est très régulier, même si tu as des petites variations, en fait, quand tu regardes, tu as vraiment une loi normale qui va se dessiner par rapport à là où tu es, à ton T0, à ton T-now par rapport à ce que tu es censé avoir. Et en fait, tu regardes, tu as vraiment une loi normale. Et du coup, tu peux appliquer cette probabilité de quelle est la probabilité que je reçoive un événement maintenant. Et après, à partir de ça, à toi de venir mettre une fonction logarithmique. Et ça, par contre, là où ce que tu peux changer, c'est le seuil d'erreur. C'est-à-dire que tu as un seuil d'erreur où si tu le mets à 1, en fait, tu as de grandes chances que le nœud soit encore là, en fait. Et en fait, plus tu réduis ce seuil, donc plus tu attends, en fait, donc plus tu vas être beaucoup plus loin, ou beaucoup plus tôt d'ailleurs, dans la partie de Heartbeat, plus en fait, tu es en train de te dire, surtout quand tu es plus loin, en fait, là, il y a quand même d'assez grandes chances que si je ne l'ai pas reçu une minute après, et qu'il y a des grandes chances que le nœud soit vraiment mort. Ok. Cool. Est-ce que c'est lisible par le commun des mortels qui n'a pas l'habitude des papiers de recherche? Oui, parce qu'il y a des jolis graphiques. Pour les probabilités de maths, et c'est pas un papier de recherche, justement, c'est l'article de vulgarisation, et derrière, si vous êtes intéressé, il y a le papier de recherche. C'est les deux niveaux de lecture. On va enchaîner avec un deuxième lien de François, enfin un autre lien de François qui nous parle des circuit breakers, des trucs qui coupent les circuits. C'est un article de blog. Tu peux nous en dire plus? C'est quoi la finalité du truc? C'est un petit peu dans la même veine. Alors là, c'est plus une réflexion qui consiste à dire qu'on a des choses qui nous permettent de faire des coupes-circuits dans les langages de programmation, les circuits breakers. Et globalement, c'est des protections autour d'opérations qui peuvent échouer. Donc en gros, c'est une surcouche et une opération qui va permettre de dire si elle a déjà failé avant ou si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de l'exécuter et de surcharger un système ou autre, en fait, on va coupe-circuiter et on va renvoyer quelque chose, une erreur, une valeur, etc. Et c'est une réflexion qui est ultra intéressante derrière parce que en gros, on se retrouve avec quelqu'un qui prend le problème du circuit breaker et qui dit en fait, dans les systèmes distribués qu'on a modernes, en fait, les circuit breakers ne sont pas forcément pertinents puisque s'il prend l'exemple d'une base de données qui est shardée, alors par exemple, on a un nœud central qui est une API, et en fait, derrière les shards, il y a les shards qui vont, sur une recherche de texte, ils vont de A à F, l'autre deuxième nœud qui vont de G à T, et l'autre qui va de T à Z. Si jamais un seul des nœuds meurt, genre celui qui va de A à F, est-ce que le système, même si du coup il y a une erreur, est-ce que la totalité du système est mort ou pas? Donc du coup, est-ce qu'un coupe-circuit a du sens? Donc même si je suis pas d'accord avec tous ces arguments, je trouve que la réflexion est intéressante, au moins à les lire. Et en fait, derrière, il link aussi un autre papier de recherche que j'ai trouvé intéressant, qui est un papier qui s'appelle, laissez-moi regarder les notes, Harvest Yield and Scalable Tolerance System. Donc en gros, vous lirez le papier, même s'il y a une partie sur le cap que je trouve pas pertinente. Mais il y a une notion que je trouve vraiment cool, c'est de dire que en fait, des requêtes, il y a deux axes sur lesquels tu peux les travailler. Celle qu'on a l'habitude qui s'appelle le yield, qui est donc la probabilité que la requête finisse dans un temps donné, le taux de réponse en fait finalement. Et une autre partie, c'est le harvest. Et la partie harvest, elle consiste à dire quel est le pourcentage de fragments de données que j'ai récupérés. Et en lisant ce papier, ça m'a fait me rendre compte qu'on ne prend toujours que le yield, on se base sur le taux de réponse en partant du principe que la réponse sera toujours complète, alors que c'est un axe sur lequel tu peux tout à fait jouer. Tu as le droit de modéliser dans un système des réponses parcellaires en fait. Et je trouve ça ultra intéressant, en tout cas en termes d'ouverture d'esprit, et j'ai commencé à essayer de jouer un peu avec ça chez nous. J'ai pas encore trouvé trop comment l'utiliser parce que c'est un peu dur à faire bouger les lignes là-dessus, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant, notamment effectivement sur les conceptions de systèmes distribués. Messieurs, un commentaire?
Non, pas comme ça, là. Ok. Faut que je lise l'article. Tu le conseilles à qui François, Toute cet article personne qui s'est déjà posé la question de comment éviter de resurcharger les systèmes et comment est-ce qu'on fait des coupes-circuits. Et du coup, la pertinence des coupes-circuits, parce que c'est ça l'article de fond, en fait, c'est quelqu'un qui donne un avis sur la pertinence des coupes-circuits. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est un avis intéressant. Ça peut être sur des systèmes distribués, que ce soit des bases de données, mais pas que. Mais pas que, n'importe Ouais. quoi, où on va faire même pas forcément sur un système distribué, hein, sur n'importe quel système qui a un appel distant, une opération qui est même, on va dire, une opération qui va potentiellement être en échec. Oui, Une, d'accord. une Le architecture coupe-circuit de a de la microservices. Voilà. Ouais. Par défaut, un coupe-circuit a du sens là-dedans. Après, à voir est-ce que ça a du sens ou pas par rapport à son cas de besoin. Super. On enchaîne avec un lien de Yannick qui va nous parler de bytes et de double. Et donc Et de Rust. Et de Rust, forcément, on rebondit un peu sur le fait que tu as déjà parlé un peu des types en Rust tout à l'heure et de types de nombres, etc. C'est ça. Cet article provient de Mara Boss, qui est la lead ingénieur sur Cargo. Cargo étant le package manager, le gestionnaire de paquets de Rust. Merci. Et elle s'est posé une question un peu tordue qui est comment est-ce qu'on peut faire rentrer un entier sur 128 bits dans un flottant? Comment est-ce qu'on fait pour le caster en flottant? En programmation, on ne sait pas réellement stocker avec une précision infinie les flottants, ce qui pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs, en JavaScript, on peut faire la démonstration assez rapidement. Si vous additionnez 0,1 plus 0,2, vous n'avez pas 0,3. Vous avez un truc qui ressemble à 0,3, mais si on va loin dans les décimales, il y a un 4 ou un 3. Enfin, en fonction de l'ère du temps, ça change. Et ça, en fait, c'est dû à que on n'arrive pas à stocker tout ce qu'on devrait stocker dans la mémoire pour avoir la précision infinie qui nous permettrait d'avoir le 0,3. Et donc, pour essayer de stocker des flottants, nos ancêtres, les développeurs des premiers âges, ont créé une norme qui permet de stocker les flottants sous un certain format. Et donc, Rust utilise aussi ce format pour stocker ses flottants. Et là, l'idée de Mara, c'est de trouver un moyen de lui donner 128 bits qui représentent quelque chose pour le mettre dans un flottant. Et donc, elle va élaborer tout un algorithme pour essayer de mettre cet entier dans le flottant. Donc, elle va essayer une approche naïve, et puis elle va s'apercevoir que ça marche pour plein de cas, sauf pour certains cas où ça va pas marcher, parce que y a des troncatures qui sont un peu trop à la hache, et donc des arrondis qui vont apparaître, et ces arrondis, en fait, vont provoquer un changement complet de la valeur qui doit être réellement stockée. Dans la suite de l'article, elle explique comment est-ce que ça doit être réellement fait, parce qu'en fait, c'est expliqué par la spec de la norme qui est utilisée pour stocker les flottants, qui s'appelle I3E 754 si vous voulez briller en société. On parlait tout à l'heure. Ouais. Et elle implémente cette norme. Ça marche. Elle a un magnifique code qui fonctionne du feu de Dieu avec n'importe quel nombre stocké puis à convertir en flottant. Sauf que le problème, c'est qu'il y a tout un tas de if dans son code. Et les if en programmation, ça correspond à des branchements. Et les branchements, en fait, c'est du temps qu'on perd dans le CPU à revenir en arrière sur des prédictions. Et tout ça, en fait, ça va faire perdre du temps sur la conversion. Et donc, dans l'article, elle explique comment est-ce qu'elle optimise son code pour venir dégager tous les ifs qu'elle a pu mettre pour se retrouver à avoir un code qui n'a plus du tout de branche. Et là, en fait, elle fait un bench entre la version built-in de Rust. Donc, il y a un truc qui permet de transformer un U128 en F64, qui donne en moyenne un cast à 7,7 nanosecondes.
Donc on se dit, ouais, c'est vraiment très très peu, ça doit être trop trop bien. Sauf que son implémentation, c'est 4 et des bananes. 4 nanosecondes et des bananes. On est Elle a vraiment, gagné 3 nanosecondes sur l'implémentation du langage Rust. Et du coup, son implémentation, elle a été émergée dans la lib standard. Après, c'est toujours les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et que c'est des micro-benchmarks, mais il faudrait voir si sur du gros code, ça a probablement un peu plus d'impact. Je ne me rends pas du tout compte. Ça dépend en fait du cas d'utilisation, mais si on passe sa vie à venir faire du cast du 128 en F64, c'est 3 nanosecondes, elle s'accumule. Ouais. Donc il était très rigolo cet article, juste du point de vue en fait de l'optimisation vraiment très très poussée. Donc vous aurez qu'à lire l'article si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de détails, mais ça rentre dans des considérations mathématiques assez violentes. J'ai rempli un tableau blanc entier pour essayer de suivre le fil de la pensée de Mara. Voilà. Pierre, t'es muté. Je t'ai muté volontairement. Ah non, mais. C'est bon. C'est honteux. C'est honteux. La censure. Pardon. Je disais, pour donner un ordre d'idée, quand tu commences à descendre à la nanoseconde, on perd un peu le fil, je trouve, des représentations. J'aime bien donner un exemple, un truc qu'on fait, par exemple, un lock d'un mutex pour donner ces 20 000 nanosecondes. Donc là, on est vraiment dans des opérations qu'on essaie vraiment d'optimiser et descendre vraiment le plus bas. Ouais. Moi, j'avoue, ça existe même pas la nanoseconde en JavaScript dans mon monde. Donc, je dis ça sur Node, tu peux avoir des timers précis, mais c'est tellement des ordres de grandeur qui sont pas les miens que ça me fait toujours un peu. Ouais, mais imagine ton JavaScript, il tourne sur des langages qui, eux, ont ces optimisations. Ah, mais et t'imagines s'ils n'avaient pas cette optimisation et en plus tu rajoutes le JavaScript par-dessus? Ça serait terrible. Carrément. Un autre commentaire sur les types en Rust, les amis. Vous aviez déjà lu des blogs de Mara? Il y a d'autres trucs intéressants sur son blog Ouais, Mara, elle fait toujours des trucs. Alors, ce qui est marrant, parce que Amos, c'est le truc où il te faut 4 ans pour le lire. Ouais. Et c'est vachement bien. Et Mara, c'est aussi très marrant, mais c'est souvent what the fuck. Je sais pas, elle a une espèce de. Elle va toujours chercher. Normal, elle est dans les corps. Elle est dans le corps. Elle va toujours chercher des quirks. Complètement. Des trucs un peu chelous sur comment utiliser le langage. Cool. Elle fait des tweets très rigolos d'ailleurs, parce que souvent, j'ai trouvé ça, c'est une mauvaise idée, mais on va quand même tester. Ça, j'aime bien, moi, ça. Elle a une crate qui permet de faire tout et n'importe quoi dans le langage, pour que le compilo ne gueule pas. Ne l'utilisez pas, hein, mais elle existe. Mais vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec. Cool. Du coup, on va terminer avec un lien que j'ai proposé, qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, c'est un blog de Bishop Fox. Donc, c'est, si j'ai bien compris, une boîte qui fait de la sécu, et notamment qui va faire de l'audit. Enfin, en tout cas, ils font beaucoup de rapports de hacks dans lesquels ils vont faire des rapports, quoi. Ils vont expliquer, ils ont essayé de hacker, il y a ça qui s'est passé, etc. Et donc, dans leur rapport, ils ont souvent besoin alors si j'ai bien compris, le terme français, c'est caviarder, donc de redact, vous savez, vous avez un document et il y a certaines infos que vous voulez rendre confidentielles et cachées à certains lecteurs. Vous avez tous déjà vu des rapports du FBI ou autres où il y a la moitié du document qui a des rectangles noirs par-dessus. Eh bien, cet article parle de ça, et parle de ça notamment de par le fait que certaines personnes, je ne sais pas trop si c'est beaucoup ou pas beaucoup, pour caviarder du texte et masquer du texte comme ça, vont pixeliser partie d'un document pour le rendre illisible. Et en fait, donc il revient sur le fait qu'il existait un outil qui permettait de partir d'un texte pixelisé et d'essayer de retrouver ce qu'il y a derrière, qui s'appelle... J'ai perdu mes notes. Dpix.
donc qui était basé bien entendu sur une séquence de De Bruyne, je sais pas ce que c'est, et donc un outil, vous lui donnez un texte pixelisé et il va brute forcer essayer de retrouver quel était le texte avant qu'il soit pixelisé. Alors ça devait connaître la bonne typo, quelle police de caractère a été utilisée, la taille du texte, etc. Et il est tombé sur un challenge en ligne de JumpSec, donc ça doit être aussi une boîte dans le même genre, qui a dit nous on propose ce texte pixelisé, essayez de retrouver ce qui est écrit à la base, quoi. Avec la police de référence, avec un texte au-dessus qui lui n'est pas caverné. Et donc il vous explique étape par étape comment il s'y est pris, comment il a créé un nouvel outil qui s'appelle Unredactor. Et les challenges qu'il y a, quand tu as 2 lettres les unes à côté des autres, il y a souvent la lettre de droite qui va impacter les pixels sur la lettre que tu essayes de reconnaître. S'il y a un espace aussi, c'est un casse-tête de dingue. Et puis surtout, c'est très visuel. Il y a une vidéo où on voit l'algorithme, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les lettres de l'alphabet, il les essaye une par une, il les pixelise et il compare le résultat pixelisé au texte qu'on recherche. Alors, dit comme ça a l'air simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on voit, en fait, de manière itérative très rapide, tous les caractères, les uns après les autres, se chercher. Et on a l'impression de voir les experts Miami ou je sais pas quel film de hack où il y a un truc brute force très visuel parce qu'il a codé ça pour qu'on comprenne dans la vidéo comment ça marche. Et donc, il a réussi à trouver le challenge, à trouver la phrase. Il la divulgue pas parce que l'idée, c'est que chacun puisse essayer aussi. Et eux, ils ont fait leur propre challenge à la fin de l'article, qui est ouvert jusqu'au mois d'août, je crois, où là, c'est plus pixelisé, c'est flouté. Et franchement, quand on voit la phrase floutée, on se dit mais c'est juste impossible qu'un système puisse retrouver le texte d'origine à base de ça. Et je pense que s'ils ont fait ce challenge eux-mêmes, ils ont réussi à le faire, je pense. Et en fait, c'est juste impressionnant. Donc, je vous conseille de lire l'article. C'est très visuel, il y a des vidéos. Ça revient aussi sur qu'est-ce qui est possible, comment c'est fait. Et un truc que je savais pas, c'est qu'en plus, les algorithmes de pixelisation sont très, très standardisés sur le marché. Et donc, en fait, la personne qui a voulu rendre, on va dire, qui a voulu caviarder un bout de texte dans une page, qu'elle ait utilisé GIMP, Photoshop ou autre, en fait, globalement, ça va faire à peu près le même résultat de pixels. Bon, après, encore une fois, faut connaître la police, la taille de caractère et avoir défini un peu à l'avance quelle taille font les pixels, quelle est la résolution qui a été choisie. Et la conclusion, c'est n'utilisez surtout pas ça pour rendre du texte illisible dans un document. Vous mettez un bon vieux rectangle noir par-dessus et faites un peu gaffe comment vous fusionnez vos calques. Il faut vraiment que ce soit un rectangle noir et que ça ne ressorte pas. Et puis, il précise aussi, mais je pense que vu notre public, ça devrait aller. Dans un document Word, faites pas juste le background du texte est noir en laissant le texte. On parle bien d'image parce qu'il le montre dans son article web. Quand vous allez surligner le texte, il va être lisible. Enfin bref. Mais là, on parle bien de document qui est caviardé en mode image. Vous avez regardé vite fait la vidéo avec tous les caractères qui défilent et J'en ai quand regardé. il commence à trouver, c'est... Ouais, il y a un petit côté satisfaisant et film hollywoodien, je trouve ça vraiment marrant. Par contre, il met combien de temps? Ah, j'ai pas vu, je suis pas sûr que dans l'article ce soit écrit. Mais le premier caractère, il le trouve en 5-6 secondes peut-être. Donc la phrase est un peu longue, mais je serais pas étonné qu'il trouve en moins de 10 minutes. Hein. Faudrait revérifier. Et puis, il bouffe peut-être un peu de CPU à t'afficher en parallèle le résultat. Si ça se trouve, si t'es en mode pas Hollywood, ce qui est en fait la réalité de la vie, tu passes pas ton temps à afficher ce que t'es en train d'essayer. Ça doit être, à mon avis, relativement rapide sur l'exemple en question. Sur la partie floutée, le nouveau challenge qu'il propose, je suis pas sûr que ce soit aussi simple. Mais encore une fois, on verra. Quoi. Cool. Rien à rajouter, messieurs? Un petit mot de la fin? Non. Merci François.
De rien. Merci. Merci pour l'accueil. T'as pas un soundboard, François, pour terminer? Ah si. Si. Ah non, ça c'est que nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Voilà, un petit dédicace à Kaamelott. On va se quitter avec la musique de fin d'épisode. Donc pour ce deuxième épisode, on va tirer au sort entre nous quatre. On a chacun fait un choix musical. Et donc je vais appeler mon assistant tirage au sort, alias Pierre Zemb, qui va tirer un D20 pour savoir qui est désigné. Donc nous le rappelons, le dé à 20 faces, au-delà d'être l'accessoire du rôliste par excellence, c'est le goodies qu'on distribue en conférence, parce que c'est un icosaèdre, un polyèdre à 20 faces qui est comme le logo de Clever Club. C'était beaucoup trop long pour expliquer ça. Mon choix musical est de 1 à 5, Yannick de 6 à 10, Pierre de 11 à 15 et François de 16 à 20. C'est parti. Je roll 6. Eh bien, c'est Yannick. Yannick, quel est ton choix musical? Est-ce que tu peux nous en dire Mon plus? choix musical, c'est la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Rogue Legacy 2, où j'ai passé beaucoup trop de temps à me faire tuer en boucle. Et plus précisément, l'OST du deuxième monde qui s'appelle Axis Mundi. Et moi, j'adore cette musique, surtout que je l'ai entendue pendant plus de 15 heures. Donc, si elle était mauvaise, ça serait un problème. Donc, c'est mon choix de la semaine. T'écoutes ça quand tu codes? Ou pas Non, forcément? quand tu joues au jeu. je l'écoute déjà quand je joue, sinon ça va tourner à l'obsession. Alors moi je tiens à dire que effectivement j'utilise beaucoup d'OST de jeux aussi quand je code, tout simplement parce que les OST de jeux elles ont été pensées justement pour passer en boucle sur certains trucs, notamment les jeux longs. Et du coup c'est des musiques qui ont été pensées pour être écoutables de manière assez loupée et bon après il y a plein de choses sur la musique de jeu mais ça c'est d'autres problèmes. Et il n'y a pas de parole. Oui, en plus, ouais, pour coder, c'est quand même vachement cool. Eh bien, messieurs, merci encore à vous pour votre participation à cet épisode et celui de la semaine dernière. On mettra des liens pour vous retrouver sur les internets. On vous souhaite une bonne journée et puis on remercie encore une fois nos fidèles auditrices et auditeurs de nous Merci. écouter toutes les semaines, ou presque, parce que parfois on ne publie pas. Et on vous dit au prochain épisode et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée, à Salut. bientôt.